Et donc, nous allons terminer cette séance avec une intervention du docteur Jean-Roch Fabreguet de la PHP de l'AGEPS, l'Agence générale des équipements et produits de santé, et qui va nous introduire le rôle, l'aspect thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes et le rôle du pharmacien. Et on parle de médicaments cellules maintenant, et donc le pharmacien reprend toute sa place dans ce circuit du médicament. Merci Jean-Roch. Merci à vous, merci à Dominique de m'avoir invité aujourd'hui. Pour une lourde tâche qui est de parler du rôle du pharmacien, effectivement, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Toute sa place, je ne sais pas, c'est justement un petit peu le sujet de ma présentation, c'est de montrer à quel point le pharmacien a pu prendre une place dans ce domaine. Et pour ça, j'ai voulu commencer par voir un petit peu d'où on venait, parce que je pense que l'histoire dans ces approches thérapeutiques est importante parce qu'elle a laissé quand même une empreinte. On va le voir. Donc pour moi, tout démarre en fait avec des pratiques médicales qui sont anciennes. La transfusion, la transplantation, la greffe. On avait en Europe des directives européennes qui réglementaient et qui réglementent toujours toutes ces pratiques. À chaque fois, on a un produit qui est associé, un produit qui paraît assez facile à définir comme cela, mais on voyait déjà apparaître dans ces définitions-là des choses qui passaient les frontières. Dans le sang, par exemple, dans la définition réglementaire du sang en Europe aujourd'hui, il y a des globules blancs. Or, on peut penser que certaines approches qui relèvent de tissus cellules font aussi appel à des globules blancs, à des lymphocytes en particulier. Donc, on voyait qu'il commençait déjà à se dégager des incertitudes dans la manière dont les choses et les produits devaient être classifiés et régulés. Cette frontière, en plus, a commencé à devenir de moins en moins évidente entre les médicaments et les approches tissus-cellules, au fur et à mesure que ces approches tissus-cellules devenaient de plus en plus complexes. Donc, il y a une nouvelle réglementation, je pense que vous le savez tous maintenant, qui a été introduite en Europe en 2003 avec ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante, qui est une traduction de l'anglais Advanced Therapy Medicinal Products. Donc, c'est en fait un règlement de 2007 en Europe qui a vraiment mis en place toute une réglementation et qui a fait basculer toute une partie de ces produits de ce que j'appelle un monde à l'autre, et c'est là-dessus ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire vraiment du monde de pratiques médicales à la pharmacie. Donc, ce développement, il n'a pas été rapide. Aujourd'hui, on a 17 AMM de MTI qui sont valides en Europe. 11 de ces AMM concernent des produits cellulaires et seulement 4 vraiment des thérapies cellulaires, parce que j'exclus les CAR-T, qui sont avant tout des produits de thérapie génique. Donc, vous voyez que c'est surtout au cours de ces dernières années qu'on a une réelle augmentation de la présence de ces produits sur le marché et donc dans la pratique clinique. Mon expérience à moi, elle est d'une vingtaine d'années maintenant, et l'impression que j'ai eue pendant mes 20 premières années de carrière, on va dire, c'est que on avait beaucoup de recherche clinique dans les années 90-2000, de beaucoup d'immunothérapie. C'était l'époque des cellules dendritiques en particulier qui se développaient pas mal. Pour l'anecdote, moi j'ai commencé en travaillant avec Agnès Buzyn sur un essai de cellules dendritiques à l'AP. Un peu plus tard, j'ai vu arriver les CSM en 2005 avec le PHRC qui était porté entre autres par Luxon CB. Donc, pendant ces 20-25 ans de recherche clinique, c'était donc essentiellement de la recherche, assez peu de clinique, et c'était très académique, c'est-à-dire peu d'intérêt de la part des laboratoires dans tout ça pendant toute cette période. Et c'est finalement seulement très récemment qu'il y a eu un réel développement commercial et clinique, et tout ça a été bien sûr porté par les CAR-T. La première AMM CAR-T, c'était en 2018, et c'est vraiment à partir de là qu'on a eu vraiment une pénétration dans tous les hôpitaux de ces produits de thérapie cellulaire. Ça a entraîné une mobilisation des pharmaciens un peu partout, et en particulier de mes collègues de PUI. Isabelle, qui est ici, a été mobilisée assez tôt avec les essais sur les CAR-T. Les pharmaciens de PUI ont fait leurs premières recommandations là-dessus sous l'égide
d'Isabelle dès 2015, hein, il me semble, les premières recommandations de la SFPO. Et donc, c'est seulement avec ces quartiers qu'il y a eu vraiment un changement d'échelle et une implication des pharmaciens à tous les niveaux sur ces produits-là. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on avait des médicaments que ces produits-là devenaient des médicaments qui devenaient malgré tout des médicaments comme les autres. Ils gardent encore un certain nombre de spécificités. La première de ces spécificités, alors on va essayer de voir les choses selon tout le parcours du produit. La première concerne bien entendu la matière première. On en a déjà parlé aujourd'hui. Ça reste une matière première originale, particulière, inhabituelle pour l'industrie pharmaceutique qui a l'habitude, vous savez que c'est un élément clé dans la production de médicaments, la production de substances actives et la matière première. Ici, lorsqu'on est fabricant de ces cellules médicaments, on va avoir du mal à contrôler justement l'origine de cette matière première, à contrôler tous les aspects dons et prélèvements. On va avoir une notion qui est inhabituelle chez nous de traçabilité individuelle, on va avoir des problèmes de disponibilité, et là, on commence à voir l'importance du choix que l'on va faire en termes en particulier de sources de cellules. On en a déjà parlé. Selon le tissu qu'on va choisir, bien évidemment, la dépendance à la source et la difficulté d'obtention des cellules va être plus ou moins importante. Donc, finalement, cette question de choix de la source, elle est bien sûr en termes d'efficacité et de propriété de la cellule, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus l'impact que ça va avoir en termes de production et de disponibilité du produit. Il y a la question de l'allogénique et de l'autologue qui, là aussi, pose des problématiques médicales, mais pas que. Curieusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les produits de thérapie cellulaire qui sont commercialisés sont des produits autologues, alors qu'on pourrait penser que l'allogénique est plus facile quelque part à industrialiser et à commercialiser, mais bien entendu, aujourd'hui, les problèmes médicaux sont tels qu'on n'est pas encore arrivé à passer le cap de l'allogénique vraiment, à part l'Officel, qui est le seul peut-être justement qui est un allogénique. On a aussi une question, on en a parlé déjà, de variabilité intrinsèque du produit et de l'origine. Alors, d'après ce que j'ai compris de la présentation de Karine, peut-être pas si variable que ça finalement au final. Et enfin, des contrôles et des critères que l'on va choisir, là aussi, on a vu tous ces aspects-là. Et c'est l'occasion, il me semble, de montrer la transition qui a dû se faire entre deux modèles, qui est le modèle médical qui préexistait jusque-là avec ses pratiques. Le modèle médical, c'est un modèle qui s'appuie avant tout sur une pratique et on a l'habitude de dire que les médecins ont une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté de proposer un traitement au mieux des possibilités, même si ce traitement n'est pas optimal en termes d'efficacité. On fait du mieux possible. Et petit à petit, on doit passer au modèle pharmaceutique, qui est un modèle très différent, qui lui s'appuie sur le produit. Et avec un pharmacien qui a une obligation de résultat, c'est-à-dire la nécessité de délivrer un produit qui est vraiment conforme aux attentes. Et c'est cette transition-là qui se fait petit à petit sur ces produits que moi, j'ai vu évoluer au fil des ans. Et spécifiquement, sur ces aspects de matière première, on sent qu'on a atteint une limite à l'application de la logique pharmaceutique parce qu'on sent bien que sur ces aspects-là, on va devoir faire avec le vivant, avec le patient, parce que c'est aussi parfois le patient le donneur, et qu'il va bien falloir qu'on intègre notre logique, probablement différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, j'ai envie de dire que ça va être plus sur ces aspects-là aux pharmaciens de s'adapter à un nouveau terrain auquel il n'a pas l'habitude. Ensuite, on a tous les aspects fabrication. Donc ici, quand on fabrique ces médicaments, on fabrique des médicaments biologiques. Donc on sait depuis quelque temps maintenant que les médicaments biologiques ne sont pas des médicaments comme les autres. Ils ont plusieurs spécificités. J'en ai repris ici deux qui me paraissaient importantes. D'abord, le médicament biologique est défini par son procédé de production autant que par ses contrôles. Là, on l'a dit, l'optimisation des procédés de production dans ce domaine, on fait beaucoup de progrès ces dernières années. Et là, pour le coup, je pense qu'on a déjà énormément de pharmaciens qui se sont emparés de cela et qui travaillent maintenant dans les unités de production. Et on arrive à quelque chose de plus en plus standardisé et vraiment qui répond aux standards de la pharmacie.
La deuxième spécificité de ces médicaments biologiques, c'est la nécessité de contrôle de l'activité biologique. Donc, c'est le bioessai dont on a déjà parlé, le potency essay. Là, je voulais simplement rappeler qu'il y a une guideline européenne qui précise bien que ce potency essay devrait être normalement disponible dès les premiers essais cliniques. Alors, on a vu tout à l'heure avec Karine la difficulté qu'on pouvait avoir à mettre en place ces essais parce que on considère généralement qu'il n'y a qu'un seul produit, si on parle des CSM par exemple. Or, il y a peut-être finalement plusieurs mécanismes d'action et ce n'est pas forcément le même mécanisme d'action dont on va avoir besoin selon l'indication et ce n'est pas forcément le même potency essay qu'on va devoir mettre en place en fonction de l'indication. Donc là, à mon avis, on a encore des progrès à faire parce que bien qu'on soit déjà en clinique, de ce côté-là, on n'est pas encore tout à fait au point. Ensuite, l'autre grosse problématique, on en a aussi un petit peu parlé, c'est celle des contrôles et de la définition de paramètres critiques. Alors, les produits biologiques ont cette spécificité. Est-ce que je peux… Ouais. On dit souvent que pour pouvoir les contrôler, il faut faire appel à des méthodes orthogonales. Et donc, j'ai une image que j'aime bien pour pouvoir vraiment expliciter ce qu'est une méthode orthogonale. C'est-à-dire, si vous prenez ce carré, par exemple, et que vous dites, pour le définir, que c'est un carré noir de X centimètres de côté, je ne sais pas si… Non, je ne veux pas se lancer. Si, voilà. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, en le regardant sous un autre angle, parfois, on peut avoir des surprises et s'apercevoir que la manière dont on caractérise le produit n'est pas totalement la bonne. Et ça illustre parfaitement ce que le législateur appelle dans notre domaine les méthodes orthogonales et la manière dont il faut parfois regarder le produit sous plusieurs angles pour arriver à saisir vraiment toute sa complexité. L'autre aspect, on en a parlé aussi, c'est plus au niveau cellulaire, à mon sens, la difficulté dans le contrôle, c'est la notion de population, parce qu'on se retrouve avec des cellules qui sont rarement homogènes et on a affaire à différentes populations. Donc, on a l'habitude aujourd'hui de prendre des marqueurs phénotypiques, de les regarder, d'avoir une vue, on va dire, plus ou moins précise de la cellule, mais ce dont je ne suis jamais sûr, moi, c'est qu'on soit arrivé à avoir vraiment une image globale et qu'on se rende bien compte, finalement, de la globalité de notre produit et de ce qu'il faut réellement obtenir à la fin. Donc, de ce côté-là, il me semble qu'on a encore quelques progrès à faire parce que autant j'ai entendu dans les présentations précédentes qu'on avait aujourd'hui des nouvelles techniques qui pouvaient être utiles, même si elles génèrent énormément d'informations en général qui ne sont pas forcément faciles à utiliser pour ce type d'approche et simplement pour un contrôle de médicaments. Mais ces techniques ne sont pas encore arrivées dans la pratique et on reste aujourd'hui sur des contrôles qui sont quand même relativement basiques et qui, moi, personnellement, je suis un peu frustré par rapport à ça et à ce manque un peu d'innovation dans le domaine. C'est d'autant plus complexe qu'on va avoir un produit qui est quand même très probablement assez inhomogène. Donc là, sur ces aspects de fabrication, on sent que l'approche pharmaceutique, on l'adopte progressivement. Je vous l'ai dit, sur le procédé de production, c'est bien. Sur le contrôle, on y vient, on se pose des tas de questions, on l'a vu dans les présentations précédentes, mais encore, à mon avis, il y a des évolutions à avoir. Ensuite, il va y avoir tous les aspects qui sont plus locaux. Alors, à ce moment-là, préparation, dispensation au niveau de l'hôpital. Donc là, on a été confronté, bien sûr, à des spécificités, les modalités de conservation, les questions de traçabilité qui sont quand même plutôt inhabituelles, les problèmes de préparation localement. Les cellules, ça ne se manipule pas comme un médicament classique. On part du principe qu'au niveau de la pharmacie hospitalière, de toute façon, on ne peut pas faire d'autres étapes de préparation que des étapes en système clos. On ne peut pas avoir d'étapes qui vont nécessiter un recontrôle derrière. Donc, c'est important parce que pas de lavage des cellules, pas de mise en culture. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choix qu'il faut avoir quand on prépare son produit, qu'on conçoit son produit.
et ça va avoir un impact derrière. Avant les CAR-T, il y avait toujours un lavage des cellules avant leur injection. À partir du moment où on est passé à une gestion commerciale et industrielle de ces cellules, il a bien fallu qu'on développe des techniques pour permettre de les injecter sans lavage. J'entends qu'il y a 1500 études sur les CSM aujourd'hui en cours, ou passées, je ne sais plus. Et aujourd'hui encore, on n'est pas totalement sûr de savoir s'il faut qu'on remette ces cellules en culture après décongélation. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui ne manque jamais de me surprendre. À ce jour, si on dévie de ces principes, c'est-à-dire que si on considère qu'effectivement, il faut absolument passer par une table de culture, par exemple, on va revenir sur le système de la thérapie cellulaire, on va repasser par les unités de thérapie cellulaire, on va sortir vraiment du système du médicament. Et si on veut avoir vraiment un produit médicament qui reste sur le circuit pharmaceutique classique, il faut absolument lever ces blocages. Sinon, on va être obligé de changer à la fois de circuit et d'autres spécificités, oui, de ces produits, c'est les délais qui sont souvent très contraints. Par exemple, pour les CAR-T, les questions de rupture de poche et de perte de produits qui ont été soulevées par les ARS avant d'autoriser toutes les pharmacies. Et voilà, ce sont des problèmes organisationnels et matériels d'équipement qui se sont posés dans les pharmacies et qui ont nécessité des adaptations. Mais là, petit à petit, je veux dire, les collègues s'y sont mis. On a des collègues qui se sont spécialisés là-dedans et maintenant, ça s'est développé un petit peu partout. Alors, pour finir, je voulais prendre l'exemple des CSM pour vous montrer comment on pouvait en fait avoir différents types de circuits pour un même produit. Parce que les CSM, justement, illustrent parfaitement cette problématique-là. Alors, tout d'abord, en rappel, je ne vais pas revenir sur la définition des médicaments de thérapie innovante, mais je rappelle simplement que comme on a un usage de la cellule qui est dit non homologue entre le donneur et le receveur, c'est que la cellule est utilisée pour une activité qui n'est pas son activité principale, c'est nécessairement des MTI, même en l'absence de toute manipulation, même en l'absence de culture ou de quoi que ce soit. Donc, on peut avoir déjà plusieurs questions qui vont se poser. On en a déjà parlé, l'origine, sur quel tissu est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on va être sur de l'autologue, sur de l'allogénique? Est-ce qu'on va faire un lot pour un patient, ou bien est-ce qu'on va travailler sur des cellules qui vont être expandues en culture pour pouvoir avoir un lot pour plusieurs patients? Ça, j'ai bien compris que Karine aimait moins parce que ça lui faisait moins de matière à travailler derrière, mais en termes d'homogénéité, c'est quand même préférable. Quel système de production on va adapter? Quel contrôle on va mettre en place? On va avoir des circuits qui seront très différents selon les choix que l'on va faire à ce niveau-là, et ça, c'est très important de comprendre. Et alors, je disais que les CSM étaient un très bon exemple parce que on a aujourd'hui 3 types d'approches qu'on peut retrouver en clinique. La première, c'est la production au lit du patient avec ces équipements qui se sont développés et qui permettent au bloc même de pratiquer une liposuction d'un côté. Le produit de la liposuction est traité par cet appareil développé par la société Citori en particulier, pour être réinjecté derrière dans la foulée. Ça, c'est une première approche. Nous, on n'a pas d'études qui se basent là-dessus aujourd'hui, mais je sais que j'étais contacté par des collègues qui voulaient mettre ça en place sur certains hôpitaux français. L'autre approche qu'on a, nous, par exemple, à l'AP sur une étude, c'est un peu la même chose, sauf que pour le coup, l'appareil, il est dans une unité de thérapie cellulaire et le produit est réinjecté dans la foulée. C'est à peu près la même approche, c'est-à-dire qu'on a simplement très peu de manipulation des cellules. Tout est fait dans la journée, prélèvement, réinjection dans la foulée. Simplement, c'est fait sous le contrôle quand même d'une unité de thérapie cellulaire avec un minimum de contrôles qui sont mis en place et de caractérisation des cellules avant réinjection. Donc ça, on a une étude qu'on essaye de mettre en place en ce moment, qu'on a même mis en place avec des centres en province, en particulier dans les myosites. Et enfin, vous avez la dernière approche, toujours pour les mêmes cellules et toujours à partir du même tissu. C'est l'approche qui a été développée par TaiGenix pour Alloficell, mais avec une approche cette fois-ci totalement industrielle.
où on va partir du prélèvement, cultiver les cellules, fabriquer une banque cellulaire et un produit qui va être vraiment au final un médicament. Et avec un seul lot, pour le coup, on va soigner plusieurs patients. Alors, j'ai bien compris que les premières approches en autologue, du coup, ne sont pas forcément adaptées aux maladies auto-immunes. Dominique vient d'en parler. Mais si on part pour les CAR-T, par exemple, l'approche qui nous a été présentée tout à l'heure n'est pas loin d'être du même niveau, c'est-à-dire avec une production locale de CAR-T. On peut voir avec les CAR-T la même double problématique. Quel choix on fait? Est-ce qu'on part sur une production locale gérée par les UTC ou est-ce qu'on va partir sur un modèle industriel beaucoup plus lourd? La question se pose et c'est des choix, à mon avis, qu'il faut faire relativement rapidement dans le développement du produit. Donc voilà, en fonction du modèle que l'on va choisir, en fonction du produit, en fonction du circuit, on va avoir des responsabilités qui vont être différentes aussi. Il va falloir se poser toutes ces questions au fur et à mesure et la place du pharmacien va être très différente. Et tout ça pour éviter, là aussi, ce dont Dominique parlait tout à l'heure, les cliniques que l'on peut voir aujourd'hui qui développent les approches au lit du patient et qui vantent la réinjection de cellules stromales directement pour des cures de jouvence. Alors ça a été un petit peu quand même encadré. Et je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler parce que je trouve que ça n'a pas fait trop de bruit l'an dernier. Mais aujourd'hui, cette approche-là, qui était longtemps considérée comme l'exemption chirurgie, c'est-à-dire qu'en gros, les chirurgiens, quand ils faisaient ça au bloc avec leurs appareils et en une seule opération, n'avaient de compte à rendre à personne. Aujourd'hui, en Europe, en France, pardon, il y a une réglementation qui impose que ces pratiques-là soient faites sous la responsabilité des unités de thérapie cellulaire. Et donc, le produit est vraiment considéré comme un MTI préparé ponctuellement. Donc, sous la responsabilité de l'unité de thérapie cellulaire, qu'elle soit localement d'ailleurs ou non, ça peut être fait à distance. Donc, en conclusion, l'intervention pharmaceutique et la place du pharmacien, elle va vraiment dépendre des choix que l'on va faire et du circuit que l'on va monter. Donc, petit à petit, le pharmacien essaye de faire sa place et comme je vous l'ai dit, en fonction des étapes, soit ça va être à lui de s'adapter et de changer un petit peu de logique, soit c'est effectivement qu'il va falloir faire rentrer le produit dans un système plus pharmaceutique et petit à petit, on est en train de le faire. Soit, et ça je pense que c'est déjà fait, au niveau des hôpitaux, on a commencé à intégrer des nouvelles pratiques, à s'adapter et j'espère que ça va pouvoir continuer et se développer encore plus dans les années qui viennent. Et oui, tout ça, c'est des choix qui sont des choix forcément que l'on peut faire sur certaines choses, mais qui sur d'autres forcément vont être subis parce que le produit va parfois imposer les choix et on n'aura pas la possibilité nécessairement de transformer tout ça en médicaments comme on le souhaiterait.